font aussi que le prix vaut le coup. Moi, je trouve que le prix, enfin, ça vaut, voilà, ça vaut son prix. Alors attends, on va se mettre comme ça. Ah, c'est mieux. Je vais peut-être réduire le Capamon en fait. Parce que je me rends compte qu'il est très mignon et adorable. Mais il prend un peu de place. Voilà, il est mieux là. Mais ouais, c'est ça. Franchement, c'est très très cool. Moi, je faisais tester du coup la mécanique de comment est-ce qu'on tue les ennemis. Et une fois qu'ils avaient tué 2 ennemis, je faisais exprès de faire intervenir Vicious. Parce que du coup, il reprend les mêmes mécaniques, mais un peu différemment. Et généralement, les gens aimaient bien. Les gens aimaient bien, et c'est un jeu que je peux encore démo, je pense, sans trop de problèmes. Bah, de toute façon, je peux démo à peu près tous les jeux. Le seul truc, c'est que je me suis un peu planté sur certaines règles, donc j'ai donné des règles légèrement erronées aux gens. Mais ça passait parce que, comme je leur disais, bah, c'est le jeu de base, c'est les règles de base, donc ça va se modifier après. La plupart, en fait, l'ont pas trop mal pris. On m'a corrigé hors démo, évidemment. J'ai des collègues qui m'ont dit non, non, t'as dit ça, c'est pas bon. Et après, j'en ai reparlé à certains clients, ils m'ont dit franchement, c'est pas grave, on a aimé le jeu et ce que vous nous dites ne nous fera pas, vous voyez, ne pas acheter le jeu. Oh mon bébé chat, mon bébé chat qui dort là, qui me montre les tchouches. Donc ouais, non, très très bon jeu. Franchement, pour moi, très très bon jeu. Et à nouveau, en fait, c'est ça, c'est un bon jeu. Et c'est juste, si t'aimes Cowboy Bebop, et ben c'est le bonus. Voilà. Sinon, t'as juste un bon jeu. Voilà. Il y a plein de jeux en plus cool qui risquent de sortir et tout, mais bon, du coup, dont je ne peux pas parler parce que bah, les potes qui ont un secret et tout. Et d'ailleurs, j'ai même ramené. Alors, je le montre de dos, je vais le montrer de loin, mais voilà. Ça, c'est des cartes prototypes qui ne seront pas utilisées. C'est le même perso, mais voilà, pour une des prochaines versions de Tanto Corée, donc c'est des cartes en papier, tout simplement, qui ont été imprimées et tout. Mais c'est rigolo, ils m'ont donné ça. Ils m'ont dit, ah, si t'aimes bien les petits trucs à la con. Donc j'ai cette carte du prochain jeu Tanto Corée que j'ai vu en démo. Mais bon, la limite, surtout toi, toi tu connais pas du tout, donc t'es là genre super. Le mec qui me parle d'un jeu, rien à foutre. Donc voilà, une expérience que j'espère pouvoir refaire. Mais c'est vrai que je crois que oui, en plus il m'avait parlé. Tu peux écrire le nom du jeu. Oui, ça je peux par contre, le jeu est sorti. Tanto Cuore. Voilà. Il y a plusieurs itérations et qu'on avait déjà fait en stream sur la chaîne parce qu'il y a une version sur Steam. À laquelle j'ai rejoué un petit peu aujourd'hui. J'ai fait 5 heures de jeu et ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et pareil, ça, j'ai pas pris Tanto Corée. J'aurais dû l'acheter. Ah, celui que j'ai présenté, pardon. C'est. Alors attends, je vais te mettre le nom en entier. Cowboy Bebop. Bebop. Space Serenade. À savoir que la version anglaise, c'est Japanime Games qui la vend. La version française, c'est Don't Panic. Voilà. Je pense que je peux même te mettre le lien hein, si jamais tu. Attends. Cowboy Bebop Space Serenade. Je pense que je peux te le. C'est bon, j'ai trouvé un lien. Alors eux, ils le vendent à 60. Ah, la douille. Bah, t'avais qu'à venir à Japan Expo. Ok. T'as pas posé la question, mais voilà. Mais ouais, si tu veux, voilà. C'est de 1 à 4 joueurs. Après, un joueur, ça a pas l'air non plus dingue dingue. Voilà. Ah, on peut même télécharger les règles. Ah ouais, il est trop bien. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool de pouvoir télécharger les règles d'un jeu. Voilà. Donc tu as le jeu. Tu le vendais. Nous on le vendait à 55 et 50 en fin de convention. Après je sais pas si c'était un prix spécial convention ou pas, mais ouais. On le vendait à ce prix-là. Bon après c'est 5 euros, mais ça peut vite faire la différence quoi. Tu l'as trouvé à 50. Vérifie que. Alors après c'est pour toi, mais vérifie que le jeu est pas en anglais. Et c'est le même, hein. Juste peut-être si selon ton aisance avec l'anglais et surtout l'aisance de tes copains avec l'anglais. Parce que c'est ça. Si toi t'es à l'aise et que tu dois leur expliquer toutes les cartes, il y a des cartes à lire et tout. Donc si voilà. À prix de vente conseillé.
Désolé, moi je peux pas t'avoir de prix, par contre, faut pas trop m'en demander. Mais après, hésite pas, voilà, tu le cherches, tu le trouveras peut-être d'occasion. C'est pas un jeu qui va être en rupture. S'il a eu une traduction en français, c'est qu'il a bien marché. Donc tu peux, voilà, tu pourras le chercher plus tard. Sinon, tu viens à Paris, on se voit et puis on se fait une partie de Cowboy Bebop. Voilà. Ou je viens à Bruxelles. Oh, petit chat. Je suis désolé, j'ai vraiment mon petit chat qui a le ventre à l'air et qui accepte les belly rubs là, qui accepte que je lui gratouille le bidou. Bah oui, hein. J'en profite. Oh mon amour. Bah oui. Donc voilà, voilà pour Japan Expo. Et on va tout de suite passer à la suite, du coup, à la suite du stream. Oh, ça fait déjà 1 heure. Ouais, 57 minutes que je parle. On va passer à la suite du stream, du coup, qui est le stream La vie d'adulte. La vie d'adulte chiante, vous savez. La vie d'adulte où on doit apprendre à faire des trucs qu'on nous a jamais appris. Mais oui, par contre, oui, non, en vrai, si je viens à Paris pour une autre, bien sûr, non, mais en vrai, tu me dis avec plaisir, on ira boire un verre. Hein. Ça, y a pas de souci pour ce genre de truc. Tu peux me DM pour ça. Les VIP en général, ça va. Donc ouais, je disais, voilà, la vie d'adulte où en gros on t'apprend pas, bah t'as connu ça aussi sûrement Dame Germitz, voilà, en fait tu te retrouves un peu catapulté là-dedans, puis t'as plein de trucs à apprendre et que personne t'a jamais dit. Et tout le monde va te dire soit bah c'est évident, soit un peu démerde-toi. Du coup j'essaie de faire ces petits lives de temps en temps, alors j'en ai fait un il y a un mois ou deux, sur comment on remplit un arrêt maladie, parce que bah, mine de rien c'est important de savoir remplir un arrêt maladie, parce que ça peut arriver. Et là, il y en a un autre en fait qui vient parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Alors surtout à mon travail, pas tant sur Twitter, mais euh, en gros, on m'a déjà dit, je ne comprends pas cette ligne dans ma fiche de paye. Alors je sais pas tout lire dans la fiche de paye, mais je sais en lire suffisamment. Moi, c'est plutôt des merdes de toi. Ouais, bah, de toute façon, souvent c'est ça. Moi, j'ai toujours eu droit à ça. Voilà. Parce que quand on te dit, ah bah c'est évident, c'est pareil que des merdes de toi. Voilà. C'est la première fois que j'ai dû déclarer mes impôts qu'on m'a dit mais tu l'as jamais fait, tout le monde le fait. Oui oui mais personne m'a dit. Donc évidemment je les ai pas déclarés. Bon après je touchais pas assez pour voilà. Mais ouais en gros l'idée c'est ça, c'est que voilà en fait moi j'ai plein de collègues qui me disent mais je comprends pas mon bulletin de paye, il y a ça et tout. Et en fait des fois il suffit de savoir le lire. Alors des fois l'employeur te met une grosse douille, ça bien sûr. Et justement, faut savoir le voir. Mais des fois c'est juste pouvoir dire bah non en fait il s'est passé ça. Et moi, justement, j'ai eu le cas il y a. Bah là, du coup, sur celle-là, je crois qu'on le. J'ai un doute. Et non, c'est ça, c'était mon salaire de mai où il y avait eu une erreur, voilà. Sur ce salaire, j'y reviendrai après. J'ai déjà pu poser des questions. Ouais, alors c'est bien d'avoir le service RH. Après, moi, je fais vraiment partie de ceux qui sont un peu typiques syndicalistes, mais je n'ai pas confiance dans les gens de ma boîte pour m'expliquer un petit peu le droit du travail. J'ai pas confiance dans ma chef de service, j'ai pas confiance dans mon directeur pour ça, j'ai pas confiance dans mon DG, j'ai confiance dans les syndicats. Après, à nouveau, je suis en France, c'est peut-être différent en Belgique. Hein, voilà. Si tu as la chance d'avoir des gens qui te répondent bien et surtout qui te répondent, mais qui te fournissent aussi les articles de loi concernés, parce qu'il y a ça. Il y a aussi beaucoup de c'est comme ça. Tu vois, anecdote, pour te dire à quel point moi ça m'intéresse de comprendre un peu mieux ce qui se passe, de connaître les conventions collectives et tout. Il y a, quand j'ai eu le Covid pendant mes vacances, en fait. Et bon, comme je m'y suis pris tard, grosse merde avec la Sécu, j'ai pu poser mon arrêt maladie qu'à partir du 4 juillet, au lieu de le mettre à partir du 1er juillet. C'est un enfer, c'est la Sécu, voilà. Oui, ça peut dépendre, certaines choses dépendent d'une entreprise à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle les accords d'entreprise en France, qui peuvent faire changer certaines choses, même avec la même convention, entre autres. Et puis, il y a aussi des entreprises, c'est des connards, voilà. Plus que d'autres. Mais donc en gros, voilà, je suis en arrêt maladie et pendant mes vacances. Et là, j'en parle un peu à des collègues, ils me disent, bah normalement, du coup, tes congés sont reportés. Je me dis, bah oui, ça fait sens. Parce qu'en fait, si je suis malade pendant mes vacances et que je suis au bout de ma vie, j'ai pas choisi d'être malade. Et donc j'en parle à mon assistante de direction qui me dit comme ça, malheureusement non. Elle est super gentille, hein, donc avec elle, globalement, ça se passe très très bien. Qui me dit malheureusement non, en gros, c'est foutu. Et là, je lui dis, putain, c'est quand même une douille. Parce que, à nouveau, j'ai pas choisi d'être malade. Elle me dit, bah je sais et tout. Et dans le doute, je me dis, bon, je lui fais pas confiance à 100%. Et en fait, c'est sûrement des trucs qu'on lui a dit et elle répète et c'est comme ça. Je ferai pareil. Hein. Donc, je vais lire ma convention. Et en fait, dans ma convention, sur le truc des congés, enfin des arrêts maladie et des congés, je sais plus quel truc exactement, ça dit que si on est malade pendant les vacances,
sauf accord d'entreprise spécifiant le contraire, et ben en fait, nos jours de congé, on doit les récupérer. Donc, je fais une petite capture, je lui donne le truc de l'article, je lui dis écoute, je veux pas t'emmerder, mais en fait, moi je viens de lire ça. Et en fait, dans le même article, il y avait écrit que en gros, c'était soit j'avais mes congés, donc j'avais le droit de les reposer, soit je les perdais. Donc, je dis en fait, est-ce que je peux avoir l'info claire? C'est-à-dire, je veux pas juste que tu me dises on m'a dit ça, parce que c'est ce que tu m'as déjà dit, et ok. Moi, je veux qu'en fait, à ce moment-là, tu me montres la ligne dans l'accord d'entreprise qui correspond à ça ou quoi. Et en fait, au final, elle a appelé mon directeur général qui lui a dit bien sûr qu'il a le droit de reporter ses congés. Évidemment, la seule exception, le seul truc, c'est qu'en fait, le premier jour d'arrêt maladie, c'est le seul jour que tu peux pas reporter. Bon, je questionne encore un peu ça. Là, j'avais pas l'énergie d'aller plus loin. Mais en fait, tu vois, juste d'apprendre à lire ma convention collective, ça m'a juste pris une petite soirée. Hein. Enfin, quand je dis une soirée, ça m'a pris 30 minutes sur une soirée. Voilà. Pour reposer la question et qu'on me dise en fait désolé on s'est planté et tu as bien le droit de reporter ton jour. Et là par exemple ça m'arrange parce que le 31 je devais bosser, il n'y avait aucun jeune donc je devais aller dans un autre foyer que j'aime pas du tout. Je vais pouvoir poser mon 31 sans problème et garder mes heures sup que je pourrais me faire payer si je veux ou pas. Donc voilà, pour moi c'est important ce genre de truc. Et la fiche de paye c'est un peu pareil parce que sur cette fiche de paye, je vais y venir après. Normalement, moi j'ai droit à une autre indemnité aussi parce que je suis référent service informatique. Donc c'est une indemnité de 114 euros net. Donc on parle d'une indemnité qui est assez cool. Et que justement, je n'avais pas vu. Et en fait, c'est en recevant ma paye et en me disant la paye est un peu petite, c'est bizarre. Et en envoyant un petit mail en disant il y a eu un souci parce que moi je ne vois pas l'indemnité en comparant avec d'anciennes fiches de paye. Que là on m'a dit désolé, c'est un oubli. Ce qu'on va faire, si ça te va, c'est qu'on régule. Le mois prochain, on te met 2 fois la prime, et voilà. Donc il y a un peu des... Voilà, c'est un peu des trucs comme ça, et c'est complètement con, mais en fait, c'est bien de savoir le lire, c'est bien de connaître ses droits, pour juste gueuler un petit coup quand il faut, notamment, justement, au niveau des RH, voilà. Parce que les RH, à partir du moment où ils font les cons, et toi tu sais que tu as compris ce qui est écrit, quand tu leur dis, mais si vous avez un doute, moi je vous propose qu'on appelle l'inspection du travail. Comme ça, on pourra en discuter tous ensemble. En général, s'ils savent qu'ils font de la merde, ils vont faire non, non, mais attendez, on va régler ça très vite. Bah oui, on va régler ça très vite. Voilà. Bon, après, c'est vrai que moi j'ai un peu la vibe voilà, syndicaliste. Je suis pas syndiqué. Je pense que je vais l'être peut-être dans quelques mois, mais voilà, j'ai un peu la vibe de en fait, voilà, on a des droits. On a tout à fait le droit de les utiliser. Après, il faut savoir comment le faire. Et justement, il faut sensibiliser un max de gens pour qu'on soit un max de salariés à pouvoir gueuler quand il faut. Parce que quand tu es tout seul à gueuler, tu peux t'en prendre plein la gueule et il faut pouvoir encaisser. Voilà. Mais là, du coup, on va partir du coup sur un exemple de fiche de paye, qui n'est pas générale, mais il y a pas mal de choses qu'on va retrouver sur d'autres fiches de paye. Là, on est sur une fiche de paye du coup d'une personne qui travaille dans le médico-social, c'est-à-dire moi, et qui est donc aide médico-psychologique AMP, qu'on appelle aussi les AES aujourd'hui, donc accompagnant éducatif et social. Parce que je dis très souvent que je suis éduc, voilà, mais en vrai non, je suis pas éduc, c'est un abus de langage. Je suis accompagnant aide médico-psychologique slash accompagnant éducatif et social, ou travailleur social, mais on a une assez grosse variété en France. Donc voilà, on est sur ce truc-là. Donc comme on le voit, déjà, première info qu'on voit, bulletin de paye, ça nous donne la date, de mai 2022, du 1er au 31. Ça nous dit de quelle date à quelle date on est payé. En général, c'est du 1er au 31, sauf si vous êtes sur des contrats courts. Et une autre info, conserver ce bulletin sans limitation de durée. Oui. Pourquoi? Alors c'est bien de les avoir en numérique, mais moi, ma boîte les file en papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, il va y avoir peut-être une retraite. Et cette retraite, pour nous, par exemple, elle est calculée en trimestre, c'est-à-dire que tous les 3 mois, tu cotises, en fait. Tous les 3 mois travaillés, tu cotises à ta retraite. Et si, quand tu arrives à la retraite, il y a des erreurs de comptage, il faut pouvoir le prouver avec tes bulletins de paye. Ça peut être aussi pour les aides sociales. Si par exemple la CAF te dit, moi on m'indique que vous avez gagné 3000 euros, est-ce que vous pouvez prouver le contraire? Et donc à ce moment-là, tu dois, ou l'inverse, vous n'avez pas gagné beaucoup, machin. En fait, il faut juste pouvoir envoyer des photocopies des bulletins de paye qui font foi. Voilà, qui permettent de prouver combien tu as gagné sur une période donnée. Voilà, le bulletin de paye chez nous en France, en tout cas, il est tous les mois. Conformément, donc voilà, conformément à la loi Informatique et Liberté, blablabla, bon, ça après on peut regarder s'il y a besoin d'une restriction. On peut aller sur service public, là on va pas y aller.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc matricule, bon ça c'est une forme, c'est une identification à matricule et poste dans mon travail. Voilà, femme S, femme 2, c'est là où je travaille. C'est la nomenclature, c'est lié au nom des femmes, enfin du femme dans lequel je suis. Mon type de poste, et là du coup ma convention collective. Donc CCNT du 15 mars 1966, c'est ce qu'on appelle la CC66 chez nous. C'est la convention collective nationale alors du travail ou des travailleurs du 15 mars 1966. C'est-à-dire que si j'ai une question sur mes droits, je peux consulter, elle est en accès libre hein, évidemment, la convention collective, la CC66 donc, les différents articles de cette loi pour vérifier quels sont mes droits parce que je suis soumis, on va dire. Je sais pas, ouais, enfin, je suis lié à cette convention collective en tant que travailleur. C'est-à-dire qu'il y a mes droits à moi, mais il y a aussi mes devoirs qui sont listés dedans. Donc en cas de conflit ou quoi, on peut se référer à cette convention collective, notamment aussi pour les grilles de salaire, puisque les grilles de salaire sont différentes. Dans le médico-social, on a par exemple aussi la CC 51, donc qui est la convention collective 51, j'ai oublié à quoi elle fait référence exactement, qui n'a pas les mêmes grilles de salaire, par exemple, qui commence avec des salaires un peu plus hauts et qui finit avec des salaires un peu plus bas. Ça fait partie des choses à savoir. Ensuite, là on a 1 000 milliards de choses. On a la valeur du point, le coefficient, l'échelon, l'ancienneté, le groupe, l'horaire, le taux horaire, la base horaire, machin. Donc on va commencer par ce qui est à gauche. La valeur du point. Valeur du point, 3,82. Alors, c'est assez flou, mais globalement, le point, c'est une des choses qui va définir votre salaire. C'est pour ça qu'on parle de gel du point d'indice, c'est pour ça qu'on parle d'augmentation ou de diminution de la valeur du point. Si ce point augmente, globalement, je gagne plus d'argent. Si ce point diminue, je gagne moins d'argent. Ça fait plus de 5-6 ans qu'il n'a pas bougé. C'est un truc qui bouge assez difficilement le point. Mais ce point ne suffit pas pour calculer notre salaire, puisqu'on a aussi le coefficient en dessous, donc là 406. Et là par exemple, alors attendez, je vais sortir ma calculette parce que de tête je suis une énorme merde. Convention collective de travail, CCT. Oui, c'est ça, ok, donc c'est CCT. Oui, je pense qu'après c'est assez proche. C'est vrai que je rappelle que c'est en France parce que bah, je suis en France et il y a peut-être des différences dans les taxes qui sont payées, mais après globalement oui, effectivement c'est pareil. C'est sûr que c'est très très proche. Et donc en gros, la valeur du point et le coefficient, c'est en fait mon salaire minimum. C'est-à-dire que si je multiplie 3,82 par 406, j'obtiens mon salaire brut minimum, voilà, qui est à 1550,92, donc on va dire 1550, ce qui fait en net environ 1300, un petit peu plus que le SMIC, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est mon salaire de base. Voilà, en supposant que j'ai pas d'indemnité pour les dimanches, des choses comme ça. Ensuite, j'ai mon échelon. Votre échelon peut évoluer. Donc le changement d'échelon, pardon, oui c'est ça, voilà. Non, pardon, l'échelon 1, excusez-moi, c'est là où vous êtes dans la boîte. Donc je suis un échelon, je suis basique. Moi je suis au plus bas dans la boîte. Voilà. Plus je vais monter, plus mon échelon peut grimper. Et ensuite j'ai mon ancienneté qui est à 414. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait, mon ancienneté, c'est ce qui va changer mon coefficient. C'est ce qui fait qu'au lieu de gagner 1550 brut de base, et ben en fait, je gagne, donc 3,82 multiplié par 414, je suis un peu plus à 1581. C'est pas beaucoup plus. Mais, voilà, parce que c'est une augmentation de 50 € tous les 3 ans à la louche en 66 mois. C'est pas exactement ça, mais c'est la grosse moyenne. Donc on est voilà, sur une idée du salaire de base. C'est-à-dire quand vous connaissez votre ancienneté, votre coefficient et la valeur du point actuel, vous avez une idée assez vague, mais quand même, du salaire que vous allez pouvoir gagner. Suite à ça, vous avez d'autres trucs. Vous avez l'horaire payé, 151,67. Ça, c'est le nombre d'heures que je fais par mois. Par mois, je fais 151,67 heures. Et là, vous pouvez vous dire, mais attends, ça n'existe pas, 151 heures, 67 minutes. Tout à fait. C'est que c'est pas des heures, c'est une valeur numérique, c'est-à-dire que pour faire une heure entière, il faut que, après la virgule, bah, j'atteigne 100. Voilà. Donc l'heure est découpée en x100 et non pas en x60. Donc je fais 151 heures 30 à la louche. C'est un peu plus, mais voilà. 151 heures 30. Ensuite, donc j'ai mon taux horaire, c'est-à-dire combien je gagne par heure, net. Donc une fois qu'on enlève les taxes de base. Ma base horaire à nouveau, donc 151,67. Mon type horaire, donc là le plein 151, c'est que je suis à temps plein. Voilà. On peut être à temps partiel, on peut être à 80%.
Il y a plein de trucs qui se passent. C'est ça qui va déterminer évidemment votre salaire. 151 heures et 40 minutes exactement. Bah dis donc, pas mal. Est-ce qu'on est aussi sous le soleil exactement? Pas du tout. T'as peut-être pas la ref, remarque que... Mais merci. C'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui font de l'informatique et des maths là dans le, dans le chat. Donc voilà. Et ensuite, j'ai mon brut horaire, et on va venir juste après, voilà, qui est à 13,55. Et donc non, je ne gagne pas 13,55 € par heure. Je gagne de base, hors certaines taxes et certains trucs qu'on va voir juste après, je gagne 12,96 € par heure. Ce qui est un assez bon salaire. Voilà. Le SMIC horaire, il est à... Je crois que c'est 9 €, je vais vérifier, mais il me semble... Je vais vérifier très très vite, mais je crois on est même pas sur du 9 € net. Hein. Brut, on est à 10,85 SMIC horaire net. Donc ouais, on doit être entre 8. Et le SMIC horaire net, voilà, 8,58 €. Donc on n'est même pas à 9 € par heure. Ça, c'est vraiment le salaire minimum en France quand on travaille. On est payé 8,58 € net, donc hors taxe, par heure. Et donc 10,58 €. Voilà. Donc le SMIC mensuel est à 1 302,64 € net contre 1645,58 brut. Moi, si vous prenez le tout, vous allez vous dire, mais attendez, il y a des trucs qui déconnent. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Il y a eu pas mal de changements, hein. Je suis un peu au-dessus de ces 1500, mais là, si vous le prenez, donc vous êtes à 12,96. On peut le multiplier par mon horaire, donc qui est à 150. On va mettre 151 pour faire un calcul facile. Voilà. Vous arrivez à 1956 € net par mois. C'est pas ça que je gagne. J'aimerais bien. J'ai gagné quand j'ai eu des primes, beaucoup de primes. Mais voilà. C'est pas ça. Mais en gros, voilà, vous voyez une petite différence déjà entre quand je multiplie la valeur du point par mon ancienneté, en sachant que donc tout ça, ça prend pas en compte les dimanches que je fais les jours fériés, et quand je prends l'horaire payé et mon taux horaire, j'arrive à 1956. Je ne gagne pas 1956 €. On va y arriver d'ailleurs tout de suite. Voilà. Mais en gros, voilà, vous avez la moyenne. Pourquoi est-ce qu'il y a du brut et du net? Parce qu'il y a des taxes, ces taxes qui permettent notamment de financer, c'est une forme d'impôt, voilà, ça permet de financer votre sécu, ça permet de financer votre chômage et le chômage des autres, ça permet de financer la retraite, la vôtre et celle des autres, etc., etc. Et ça, justement, on va y passer. Donc là, en gros, vous avez 3 colonnes. Référence, c'est globalement le libellé. Donc vous avez le libellé et le nombre de base, c'est le nom, la nomenclature pour la valeur qu'on voit juste en face, en nombre. Salarié, c'est donc combien incombe au salarié, c'est-à-dire combien est déduit et payé entre guillemets par le salarié via son salaire, et combien est payé par l'employeur. Ou combien il gagne plutôt, même le salarié. Donc là, on voit qu'on a le salaire de base. Mon salaire de base pour mai, il était à 1581,48 €. Donc on est à peu près sur ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Vous voyez, sans compter les dimanches et tout. Indemnité de suggestion spéciale. Alors ça, c'est en fait un mot un peu compliqué pour dire que j'ai bossé les dimanches ou des jours fériés. Pour donner une idée à la louche, quand je travaille un dimanche ou un jour férié, chaque heure est majorée de 80% de sa valeur. Donc vous prenez 80% de 12 et vous l'ajoutez à 12 € et quelques, à 12,96, et ça vous donne mon taux horaire quand c'est un jour férié ou un dimanche. Sachant que les dimanches, je fais 12 heures hein, généralement. Donc c'est voilà. J'en fais un ou deux par mois, mais voilà. Et donc là, l'indemnité de suggestion spéciale, hop, on commence avec les 1581. Le taux, donc l'augmentation en gros 9,21%, qui nous donne 145,65 € en plus à ajouter du coup aux 1580. Ce qui me donne un salaire contractuel de 1727,13 €. Et ensuite, voilà, indemnité dimanche et jour férié, donc c'est un peu la même, hein, ils l'ont séparé, là ils l'ont séparé, c'est bizarre, ouais, ils m'ont rajouté des sous. Je pense que là j'ai dû faire des jours fériés, et là juste des dimanches, c'est un des deux. Et donc là, voilà, indemnité dimanche et jour férié pour le 24 mai qui était un dimanche. Nombre de base 11,82 avec un taux à 7,64, donc c'est 11,82 fois 7,64 si je dis pas de bêtises, ce qui nous donne du coup un montant de 90,30 € à ajouter. Et il y a aussi l'indemnité mensuelle forfaitaire Ségur. Ça, c'est une prime spécifique à certains postes dans le médico-social qu'on appelle la loi Ségur, qui vise à revaloriser les salaires et donc qui nous donne une prime tous les mois qui est indexée. Donc la prime dépend en fait de la valeur du point qu'on a là-haut. Donc si le point augmente, la prime augmente. Si le point diminue, la prime diminue. Et comme c'est une prime, elle peut être sucrée assez facilement. Voilà. Mais j'ai cette indemnité qui se rajoute,
Ce qui me donne en brut, au total, de base, avant que je paye mes taxes et tout, 2055 € et 43 centimes. Et là, vous vous dites, mais c'est trop nul, parce que du coup, t'as 2055 € et tu touches pas 2055. Et non. Et je pensais ça aussi au début, hein, et c'est sûr qu'il y a des trucs un peu relous. Ce serait bien que les boîtes payent plus de taxes, mais comme on le disait, en fait, il y a plein de taxes sur, sur notre fiche de paye. On s'en rend pas forcément compte. Moi, je m'en suis rendu compte, vous voyez, quand j'ai été micro-entrepreneur et qu'on faisait la différence entre le chiffre d'affaires et ce qui rentrait dans notre poche, globalement, c'est la différence entre le brut et le net, et qu'on nous a dit, bah voilà, l'URSSAF, il va vous prendre 25 balles, enfin 25%, pardon, 25 euros, ce serait bien. 25% de votre chiffre d'affaires, à la louche. C'est 20-25% en tant que micro-entrepreneur. Il y a des exceptions, ça dépend des statuts, etc. Et là, on avait plein de gens qui disaient, mais attendez, vous vous rendez compte, 25%, c'est énorme et tout. Et là, la dame qui faisait la formation là-dessus nous a dit, oui, c'est énorme, mais est-ce que vous avez déjà regardé une de vos fiches de paye? Est-ce que vous avez déjà fait la conversion brute en net? Et les gens qui disaient, bah oui, mais ça, c'est le patron qui paye. Elle fait, bah oui, mais là, le problème, c'est que maintenant, c'est vous le patron. Donc, si vous avez un salarié, bah, c'est vous qui allez payer. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de vous qui va payer ça. Et donc, effectivement, bah oui, non, je ne gagne pas. J'aimerais beaucoup, mais je ne gagne pas 2055 € par mois. Surtout que là, en plus, on est sur un petit mois, entre guillemets, puisqu'ils avaient oublié ma prime de 114 €. On va passer dessus. On va passer un petit peu sur tout ça. Donc ensuite, là, on n'a que des déductions qui vont arriver entre moi et le... Voilà, qu'est-ce que je paye, qu'est-ce que l'employeur paye aussi. Donc on va pas faire dans tout le détail, mais je vais vous faire par nomenclature. Je vais pas vous expliquer comment ça marche parce que je connais pas tous les calculs. Il y a même des trucs où c'est un peu perdu. Donc on a la sécurité sociale, maternité, maladie, maternité, invalidité, décès. Là, vous voyez que moi, je paye rien. Hop là, pardon. Moi, je paye rien. Et par contre, mon employeur paye. Si jamais je suis malade, si j'ai un congé mat, donc moi j'en aurais pas, une prime d'invalidité, une pension d'invalidité, ou si je décède. On a donc la complémentaire incapacité, invalidité, décès, tranche A. Alors pareil, je ne connais pas le détail des tranches, mais globalement, bah, ça se rajoute à ça au-dessus. Donc l'employeur, vous voyez, il paye 143,88 plus 21,84. Si jamais bah, j'étais dans l'incapacité de travailler, ou que j'avais une invalidité, ou que je mourais. Voilà. Et une complémentaire santé, pareil, c'est lié à la sécurité. Accident du travail, maladie professionnelle, donc là, il paye aussi. Parce que pareil, si j'ai un accident du travail, je vais devoir être indemnisé par mon entreprise. Donc, il cotise pour ça. Voilà. Il cotise en avance. Et si c'est pas moi, c'est un autre. Voilà. Ensuite, donc là, on a la retraite. Voilà. Sécurité sociale. Alors, plafonné, déplafonné, je vous avoue que je ne connais pas la différence. Pareil pour la complémentaire tranche 1. Mais globalement, bah, cet argent-là, là, les 175, enfin tout cet argent que moi aussi hein, je mets, vous voyez, je mets 6,90% de mon argent là-dedans, 0,40 $. Voilà, il y a presque 200 balles hein, qui partent, plus ce que met mon employeur. Cet argent-là servira pour normalement ma retraite, mais sert aussi pour la retraite des autres actuellement. Elle paye la retraite actuellement des vieux qui sont dans les EHPAD. Voilà. Famille, alors ça je ne sais pas exactement ce que ça englobe. On a ensuite l'assurance chômage. Parce que oui, en France, il faut le savoir, quand on est licencié, quand on perd son travail ou quand on fait un CDD, qu'on ne retrouve pas de travail, mais pas quand on démissionne, voilà, à moins de faire une rupture conventionnelle, ce qui est très rare, moi je l'ai eu une fois, on a le droit au chômage. Et le truc, c'est que bah, pour payer le chômage, il faut bien que des gens aient mis des sous dans Pôle emploi. Les gens qui mettent des sous, bah, c'est nous, entre autres, et les entreprises. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est l'entreprise voilà, qui met 86,33 € là-dedans. Si on additionne, je pense, le tout, voilà, on doit arriver. Ah non, c'est les autres contributions, voilà. Donc ils ont mis ce mois-ci 86,33 € pour donner en gros de l'argent à la caisse de Pôle emploi qui peut le répartir entre les chômeurs. Ça, c'est un truc qui, moi, par exemple, qui m'embête parce que j'aimerais que ce soit remplacé de manière à ce qu'on puisse payer, par exemple, un salaire minimum à tout le monde, un revenu universel, voilà. Qui fait que quand tu ne travailles pas, quoi qu'il arrive, quelle qu'en soit la raison, tous les mois, tu as l'assurance d'avoir de l'argent, quitte à ce qu'il paye un peu plus, voilà. Mais voilà, écoutez, il paye plus, il paye plus, tu vois. Mettre 100, 200, 300 balles par mois de côté parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler ou qui ont besoin d'un peu de temps avant de reprendre du travail, pour plein de raisons. Je préférais qu'on ait plus de chômage et qu'on ait un revenu universel pour tout le monde sans condition. Voilà.
J'allais dire, quand même, à partir de 18 ans, peut-être, ou même 16 ans, c'était intéressant, parce que c'est que si à partir de 3 ans, t'as 1000 balles, ça va peut-être faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Voilà. Mais sinon, globalement, bah, ça marche comme ça. Voilà. C'est ça qui fait que. Et c'est un peu l'excuse très nulle, hein, d'ailleurs, si jamais vous voulez quitter votre travail, enfin, faire un licenciement ou quoi. Moi, il y a pas mal de gens qui m'avaient dit oui, mais tu te rends compte que je vais payer ton chômage. Moi, j'avoue que j'ai plusieurs réponses à ça. La première, c'est bah, si t'es pas content, en fait, deviens micro-entrepreneur. Parce que quand t'es micro-entrepreneur, t'as pas droit au chômage. Tu cotises pas. À moins d'avoir une assurance à côté, donc dans laquelle en fait tu économises, hein. C'est comme si tu économisais et puis bah, si tu perds, t'as pas de client, t'as le droit de récupérer des sous globalement. Le chômage c'est une assurance, hein, au final, c'est une assurance contre la perte d'emploi. Et moi je disais aux gens, bah en fait si ça te plaît pas, deviens micro-entrepreneur. Enfin si c'est vraiment un problème pour toi, ou alors vote pour des gens qui ne veulent plus le chômage et qui veulent d'autres solutions. Voilà. Ou alors on me disait, bah oui mais moi je paye pour ton chômage. Moi je disais, bah je paye pour le tien aussi. Donc en fait, qu'est-ce qui t'empêche de partir? Mais moi, ça me pose pas de souci. Pars au chômage. Tu veux aller au chômage, c'est fait pour ça. Ça existe, on a le droit d'en profiter. Vas-y. Le chômage en France peut durer 2 ans. Alors bon, il est pas ouf. À moins d'avoir un bon salaire, il est pas dingue. Moi, mon chômage, il est à peine à 1000 balles. C'est moins qu'un SMIC. Et c'est compliqué. Voilà. Mais voilà, en fait, faut pas trop vous laisser avoir par les gens qui vont vous dire ouais, mais voilà, je paye ton chômage, je paye ta retraite. Mais en fait, je t'ai rien demandé. Et à nouveau, si t'es pas content, voilà, tu passes micro-entrepreneur, va en Suisse, je sais pas, bah voilà, va en Belgique. Tu payeras, mais pas pour mon chômage, tu payeras pour le chômage des Belges. Enfin, je sais pas si vous avez ça, Dame Girmis, mais voilà. Ça existe et c'est très bien que ça existe. Moi, je trouve ça super que le chômage existe et qu'on ait des solutions de repli, même si elles sont très précaires et qu'elles devraient être meilleures, mais qu'on ait des solutions en tout cas en cas de perte d'emploi. Mais vraiment, voilà, non. Enfin, le côté, en plus, surtout vraiment à nouveau, ils ne payent pas, c'est l'employeur qui paye. Voilà. C'est même pas eux. C'est pas vous directement sur votre paye, c'est l'employeur qui, par rapport à ce que vous avez gagné, va cotiser un pourcentage. C'est pour ça que c'est exprimé en pourcentage d'ailleurs, voilà. C'est exprimé en pourcentage de votre salaire. C'est pas genre 20 euros sur le salaire. Parce que bah, si tu gagnes beaucoup, t'es censé payer plus pour avoir un meilleur chômage. Oui, on a le chômage. Ah, c'est ça. Bon, après, c'est peut-être pas les mêmes règles, je sais pas. Ça, je suis curieux. Est-ce que vous avez le chômage si vous démissionnez? Parce que nous, on l'a pas. Si tu démissionnes, tu n'as pas droit au chômage. Si tu fais une rupture conventionnelle, oui. Si tu as un licenciement économique, oui. Ou d'autres trucs, voilà, où l'employeur globalement vire des employés, voilà. Du moment que tu es licencié ou rupture conventionnelle, tu as droit au chômage. Sinon non. Bah, si jamais tu sais. Si tu ne sais pas, c'est pas très grave. Je vais finir ma petite bouteille d'eau là. Mm. J'ai fait une razzia sur les bouteilles de limonade en verre de Franprix que j'achète pas normalement. Mais il y a pas longtemps, j'ai fait une formation et on avait 10 euros tous les midis pour manger. Et du coup, j'utilisais une partie de ces 10 euros pour m'acheter des bouteilles en verre de limonade. Je suis pas très fan de limonade, mais du coup, j'ai 2-3 bouteilles en verre à la maison payées par la boîte. Voilà. Très fier de ma connerie. Je ne sais pas si on a le chômage. Ok. Après, moi, je sais que j'allais dire, en pensant à la française, j'allais dire, ça me paraît très bizarre, mais pour moi, ça peut être logique. Parce que justement, en fait, c'est le chômage, en fait, enfin, le chômage. L'assurance d'avoir de l'argent, même si tu quittes ton travail, pour moi, justement, ça devrait être un levier. Parce que souvent, les patrons, c'est un peu ça. Moi, j'ai connu des boîtes où on faisait tout pour se faire licencier, ils le faisaient pas. Et globalement, c'était le premier qui craquait. Donc en gros, c'était soit juste, on avait des collègues qui venaient et qui travaillaient pas, ce qui est pas grave, parce qu'ils étaient présents, ils étaient obligés d'être payés. Si t'es présent, tu es payé. Et on pouvait juste les virer pour faute grave. Sauf que, eh ben, encore faut-il vouloir les virer. Il n'y a rien qui t'oblige à virer quelqu'un pour faute grave. Et ça pouvait durer des mois où tu avais des sièges, des gens, c'était un call center, voilà, ils étaient assis, ils faisaient rien de toute leur journée. Ils sortaient leur portable, on les engueulait parce qu'ils avaient le portable, ils disaient bah, j'en ai rien à foutre, virez-moi. Et on les virait pas. Et c'était vraiment une bataille mentale, voilà, contre eux. Et ça s'est principalement résolu par leur victoire au RH, où justement tout le monde trouvait des nouveaux tafs, faisait exprès de faire de la merde. Le RH te convoque en mode bah alors qu'est-ce qu'on va faire de vous et tout, et toi t'étais là genre bah je m'en fous, je démissionne. C'était le seul plaisir qu'on avait un peu de leur cracher au visage, on va dire, mais voilà, les engueuler en disant bah en fait à un moment vous cassez les couilles, on a très bien compris que vous êtes plus con que nous,
Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on se barre. Voilà. Il y en avait même un qui avait eu l'audace de me dire, ah, vous démissionnez, mais vous avez un préavis de 1 mois. Et j'avais dit, bah oui, mais je commence mon nouveau taf dans 2 semaines, donc bonne journée. Voilà. Moi, je m'en vais maintenant. Ah, vous pouvez pas, bah allez-y, pas de souci. Appelez-moi chez moi, venez me chercher. Et voilà. Non, bref, je parle là-dessus. Bon, c'est militant au final de lire une fiche de paye. Mais ouais. Tout ça pour dire, le chômage, c'est bien, mais ce serait bien qu'on ait une solution encore meilleure. Voilà, genre le revenu universel. Genre 1200 balles par mois pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, on serait bien. On a ensuite d'autres contributions que là je connais pas du tout. La CSG déductible de l'impôt sur le revenu et tout, ça me parle pas. Et on a encore d'autres trucs en dessous qui sont intéressants. Donc on a le total voilà, des cotisations. C'est-à-dire que moi au total, sur ma paye, je me fais déduire 434,36 € et l'employeur paye 823,84 € qui ne sont pas déduits de ma paye. Vous le voyez, voilà. Donc en gros, c'est 2055,43 moins 434,36, ce qui nous amène à 1646,99 €. Donc ça, c'est ce que je devrais toucher. Plus, on a aussi le remboursement des transports qui est inclus. Donc là, il faut le savoir, quand vous prenez les transports en France, transport en commun, alors c'est ou transport en commun, ou voiture, ou Vélib, selon les villes, le transport en commun est remboursé au minimum à 50% par l'employeur. En général, ils prennent le minimum, mais voilà. Là, dans le cas du Navigo qui coûte 75,20 €, je vous avoue que ça fait plaisir. En cas de démission, pas de chômage, sauf bonne raison pour démissionner. Oui, mais après, alors est-ce que c'est, j'allais dire, c'est comme nous, parce que nous, tu peux, si genre tu démissionnes parce que par exemple, il y a du harcèlement, il faut encore arriver à prouver qu'il y a eu harcèlement et tout, et donc en fait, ça prend des mois, voire des années. Ça demande des procès et tout, donc. Mais ok, merci pour l'info. Euh, Et donc oui, voilà, donc j'ai le net à payer avant impôt sur le revenu. Donc ça, c'est mon net, ce qu'on dit imposable. C'est-à-dire que les impôts, ils vont regarder ce que je gagne, ils vont regarder ce chiffre-là. Ils vont pas prendre les 2000 là-haut. Voilà, pour savoir si je dois payer des impôts ou pas. Dont évolution de la rémunération s'il y a la suppression des cotisations chômage. Donc j'ai 29 € en plus parce qu'il y a eu un changement là. Et il y a un autre truc aussi, c'est l'impôt prélevé à la source. Alors ça, il faut le savoir, en France, le système a changé il y a 1 an ou 2. Avant, du coup, alors c'est encore un peu le cas, mais avant, du coup, on pouvait soit avoir ce qu'on appelle des mensualités pour les impôts, donc tous les mois, on leur payait un certain montant. Euh, du coup, quand la date des impôts arrivait, quand on devait payer, ils regardaient ce qu'on avait payé, ils regardaient ce qu'on devait. Si on avait payé plus que ce qu'on devait, ils nous remboursaient. Sinon, on devait rajouter de l'argent, mais c'était plus gérable, puisqu'en général, quand tu dois payer 400 balles d'impôts, bah, ça te fait plaisir de les. C'est quand même plus simple de les payer sur plusieurs mois que de les payer d'un seul coup. Voilà. Parce que les impôts en France, c'est des connards. Hein. Tu peux pas leur dire j'ai pas 400 €, ils te disent je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Tu m'as pas payé, bah tiens, on t'augmente en plus le truc. Voilà. Tu as juste un échéancier sur 3 mois qui est possible, que tu peux faire une fois. Et après, pour le refaire, il faut justifier que t'as pas assez de revenus. Donc il faut que tu dises aux impôts je suis trop pauvre pour vous payer directement comme ça, ou j'ai pas assez d'économies. Parce que moi, en fait, chaque année, c'était mes économies qui partaient dedans. Voilà, c'est assez humiliant. C'est vraiment les impôts, c'est vraiment le pire, un des pires lieux du monde. Mais en gros, voilà, on finissait par payer des impôts. Comme il y a la redevance télé, la taxe d'habitation, ça fait partie des impôts qu'on a. Donc voilà, les impôts regardent ça. Et là, du coup, depuis 2-3 ans, il y a ce qu'on appelle l'impôt prélevé à la source, que je trouve mieux au final, puisqu'en gros, en fait, chaque citoyen français peut aller sur le site impôt.gouv.fr et dire mon taux de prélèvement à la source, je veux qu'il soit à temps. C'est-à-dire qu'en gros, on va demander à ce que tous les mois, on nous prélève une partie de notre argent sur notre salaire pour payer nos impôts. Et le moment où les impôts doivent vérifier si on leur doit des sous ou pas, ils regardent ce qu'ils nous ont prélevé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tous les mois je payais, donc là en l'occurrence, c'est comme si je payais à peu près 40 €, puisque c'est 2,5% de mon salaire, donc ça dépend des mois. C'est plus ou moins haut des fois, mais en gros, on est à 40-45 € tous les mois que je paye du coup depuis janvier. Et donc le jour en fait où les impôts vont me dire Monsieur Gecko, vous devez payer vos impôts avant, ils vont regarder, ils vont dire Gecko, on lui a prélevé combien. Si pareil, s'ils m'ont trop prélevé, ils vont me rembourser et ils vont réduire du coup mon taux d'imposition. Ils vont réduire mon pourcentage d'imposition pour le prélèvement. S'ils m'ont pas assez prélevé, je devrais juste payer un peu plus. Moi, j'ai volontairement mis un taux assez haut. Parce que là, cette année, je crois que je dois payer 50 € d'impôt pour un autre truc pour l'année dernière. Parce que j'avais pas un bon taux de prélèvement.
Mais voilà. Et si c'est comme l'année dernière, bah, je leur devrai 200 € d'impôts. Donc depuis janvier, normalement, c'est eux qui vont me devoir de l'argent. Puisque là, c'est en août en général qui s'occupe de... les impôts, c'est vers août-septembre qui te demandent de payer. Là, si on est à 40 € multiplié donc, bah, par 8, voilà, on arrive à 320 €. Donc normalement, les impôts me devront plus ou moins 100 balles. Enfin, après, c'est une grosse estimation à la louche, mais voilà. Ça, c'est assez important en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je recommande, si vous commencez à bosser, à moins vraiment de commencer à partir de 1005-1006, vous pouvez être imposable selon votre situation. Deux possibilités. Soit vous commencez à bosser, vous êtes au SMIC. Encore plus à Paris, j'imagine même pas. Moi, je vous recommanderais de vous faire prélever un petit peu si vous y arrivez. Même si c'est 10 € par mois, et je sais que ça coûte beaucoup. Donc, c'est vraiment propre à chacun. C'est un truc qu'on peut changer à la volée. Donc, si c'est galère sur un mois, vous pouvez le changer sur l'autre. Je vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme un peu mettre des sous de côté. Mais du coup, tu peux pas trop y toucher. C'est un peu comme un PEL. Et tous les ans, les impôts te redonnent des sous. C'est Noël en été. Moi, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait entre autres pour ça, pour me dire, j'ai beaucoup de mal à économiser. J'ai beaucoup de mal à pas être à découvert et tout, parce que je dépense comme un connard. Mais si je fais ça, je sais que les impôts vont me renvoyer des sous. Donc c'est un peu une surprise, mais j'aurai des sous qui vont tomber et après j'en fais ce que je veux. C'est de l'argent que je remets vraiment de côté, que je mets sur un PEL, que j'utilise pour m'acheter des jeux, du matos informatique et tout. Si vous le pouvez, faites-le. Si jamais vous démarrez dans votre premier boulot et que vous tapez du 1005, 1006 et que les impôts vous disent non, 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 l'impôt prélevé à la source est à 0%, mettez-le au moins à 1%. Parce qu'à nouveau, en fait, au pire, vous devez payer des impôts, mais vous en aurez payé une partie. Donc ça vous fera moins à sortir l'année d'après, parce que c'est toujours sur les impôts, c'est par rapport à l'année précédente. En 2022, on paye les impôts de 2021, etc. Et en 2021, les impôts de 2020, blablabla. Mais au moins, en fait, voilà, vous aurez des sous. Si vous devez payer des impôts, bah, vous en aurez payé une partie. Si vous ne devez pas payer des impôts, pareil, ça vous fait un petit cashback, on va dire, qui revient. À nouveau, ça c'est si vous pouvez vous le permettre. Il y a des gens qui peuvent pas, et c'est pas grave. Moi, je le recommande parce que les impôts, c'est la grosse douille et que ça vaut toujours le coup de leur lâcher même 5-10 balles par mois parce qu'on sait jamais. Mais voilà. Chacun son truc. C'est une recommandation qui est escalée. Et à nouveau, il n'y a pas de souci aussi si les gens ne peuvent pas. Voilà un petit peu pour tout ça. Et donc à la fin, donc on arrive au net à payer. Et ça, le net à payer, c'est donc ce que j'ai gagné au mois de mai. Donc au mois de mai, j'ai été payé 1557,55 €. Voilà. Ce qui était, ça, c'est ça pour vous donner une idée, parce que j'ai fait un ou deux dimanches, un dimanche, c'est très peu. Et sachant qu'il n'y avait pas aussi ma prime. Donc j'aurais dû être à plus 1006, 1007. Voilà. Mais voilà, ça c'est un de mes salaires les plus bas depuis qu'on a eu notre augmentation via le Ségur. Et enfin, il y a un dernier truc qui est super intéressant. Enfin, il y a plein de derniers trucs en vrai. Attendez, je vérifie. Non, c'est bon, je croyais que j'avais oublié d'anonymiser des trucs. Là, il y a un truc qui s'appelle les congés. Alors, globalement, comment ça marche les congés en France? Les congés, ça dépend de votre convention collective. Ça dépend du public. Pour moi, ça dépend aussi du public que j'accompagne. Est-ce que c'est des majeurs ou pas? Ça dépend des accords d'entreprise éventuellement. Ça dépend de votre ancienneté. Ça dépend de si vous avez des enfants et tout. De base. De base, en moyenne, les citoyens français ont droit à une trentaine de jours de congés par an. Voilà. Ça correspond à 3-4 semaines. Avec certaines règles, du genre on doit les poser, on a une semaine à poser par exemple pendant, alors ce qu'ils appellent des fois l'été, généralement l'été ça va de juin à octobre. Ça reste la moitié de l'année donc c'est pas trop coercitif. Moi je suis sur une convention où comme je cumule plus de jours que les autres, j'ai des samedis à poser obligatoirement même si je les travaille pas. Et par exemple, dans ma convention, si je pose un vendredi, je suis obligé de poser le samedi qui va avec. Donc je perds 2 jours de congé quand je pose un vendredi. Voilà. Il y a un peu de gymnastique mentale à faire, ça dépend des conventions. Donc je pourrais pas vous répondre pour tout, mais globalement, voilà. Retenez que vous avez à la louche un mois de vacances. Voilà. Là, on voit que justement, congé annuel, jour, j'en ai acquis 30 en mai. J'en ai pris 0. C'est vrai que j'en ai pris 0 depuis le début de l'année, jusqu'à mai, de janvier à mai. Mon solde donc est à 30. Donc ça, sinon le solde c'est acquis moins prix. Voilà.
Et HANT, c'est les congés anticipés. Je vais y revenir après, je vais expliquer comment fonctionnent les congés en France. On a ensuite les congés trimestriels. Ma convention ne me donne pas de congés trimestriels, mais dans la convention 51, ça peut arriver qu'on ait ce qu'on appelle donc des congés trimestriels, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on est obligé de prendre une semaine de vacances. ARTT, donc les récupérations de temps de travail. Si je faisais plus de 35 heures, par exemple si je faisais 37 heures toutes les semaines, on a droit, je crois que tous les mois, du coup, on a droit à une RTT en plus, une récupération de temps de travail. Donc on a droit à un jour tous les mois en plus qu'on peut poser. Moi, j'en ai pas. Je suis pas concerné par les RTT. Les congés d'ancienneté, donc jour, donc ça c'est plus on a de l'ancienneté dans une boîte, plus on a droit à des congés supplémentaires. Je crois que c'est au bout de 3 ou 4 ans, on a droit à un congé en plus, et tous les ans ça rajoute plus un, jusqu'à 5 congés max. C'est pas super intéressant, en vrai. Enfin, en tout cas, dans ma position, moi j'ai aussi des heures sup, clairement, non. Mais bon, voilà. Sachez que ça existe, si vous restez longtemps dans une boîte, vous aurez des congés d'ancienneté. Congés autres, ceux-là je les connais pas. Et congés autres heures, ça peut être des heures sup. Là, elles sont pas cumulées. Mais elles sont comptées quand même, nos heures sup, on les a sur un autre logiciel derrière. Parenthèse congé. Parenthèse congé, parenthèse congé. Alors, donc comme je l'ai dit, alors je vais essayer de faire des généralités parce que je pourrais parler de ma convention. Je sais pas si c'est pertinent parce que tout le monde n'est pas en convention 66, mais on peut faire des grosses généralités sur les congés parce qu'il y a des choses qu'on retrouve de partout. Déjà, comment ça marche? Comment ça marche un congé? Un congé, en fait, pour chaque mois travaillé, vous cumulez des congés, un droit au repos. Moi, par exemple, pour chaque mois que je travaille à temps plein, dans ma boîte, ils ont retiré les congés d'ancienneté. Et ben, c'est des enflures. Ils n'ont pas remplacé par autre chose. Et s'ils n'ont pas remplacé, vraiment, c'est des connards. Hein, je suis désolé. Hein. Ça, c'est une honte. Déjà, t'as droit à des miettes, et en plus, ils te les retirent. Enfin, j'attends ta réponse, mais voilà, j'explique du coup comment ça marche. Donc oui, en gros, tous les mois, moi, je travaille donc à temps plein. Si je travaillais à mi-temps, j'aurais la moitié, hein, voilà. Tous les mois, donc en travaillant à temps plein, je gagne 2,5 jours de congé, donc 2 jours et demi. Si je travaillais à mi-temps, j'aurais donc c'est 1,75 jours, voilà, un jour, 3 quarts de congé. Ils ont compensé pour donner le max à tout le monde. Bon, ça va alors, ça va, j'ai rien dit. J'ai vu le premier message, moi j'étais là genre c'est des connards, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi je suis là pour brûler ta boîte s'il le faut, mais du coup ça va. Il faut que tout le monde ait le max, c'est bien. C'est ce que je trouve bien en vrai, parce que c'est rare qu'on reste très longtemps dans une boîte à part en fin de carrière, quoi. En tout cas en France. Dans notre génération, j'ai l'impression qu'on est un peu plus à bouger un peu partout et 3-4 ans dans une boîte, c'est déjà beaucoup. Et donc oui, voilà. Donc tous les mois, je travaille, tous les mois, je cumule 2,5 jours de congés. Ces congés, ils sont cumulés en France pour une période qui n'est pas l'année scolaire, qui n'est pas l'année civile, enfin l'année calendaire, on va dire, mais qui va du coup de mai à mai. C'est-à-dire que là, depuis mai 2022 jusqu'à mai 2023, je cumule des congés que je pourrais poser à partir du coup de mai 2023. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça me fait une trentaine de... C'est à peu près ça, c'est 30 jours je crois par an. Dans certains cas, du coup, comme je disais, il y a les congés anticipés. Par exemple, moi c'est arrivé. Quand j'ai commencé à travailler dans mon entreprise, j'ai commencé à travailler en octobre 2020. Donc j'ai cumulé des congés. Et en décembre, on fermait une semaine. Le problème, c'est que j'avais cumulé des congés, mais qu'on n'était pas l'année d'après. Donc les congés cumulés, je ne pouvais normalement pas les utiliser. Mais, et ça on a pu le faire parce qu'ils savaient très bien que quand ils nous embauchaient, ça allait arriver, on avait en gros deux possibilités. Soit on posait ce qu'on appelle des congés sans solde, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en congé, mais on n'est pas payé pendant ces congés. Ou alors, on pose des congés en anticipé, c'est-à-dire qu'on pioche dans notre solde actuel pour poser des congés et donc garder l'argent. Mais l'année d'après, du coup, on aura moins de congés que prévu. Les congés anticipés, l'employeur n'est pas obligé de les accepter. On peut en faire la demande, ils peuvent être refusés. C'est un droit de l'employeur en France qui est complètement con, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Les congés sans solde, en général, ils sont bien acceptés.
Nous, on a de la chance, on est par contre dans une boîte qui va nous dire on va essayer de vous mettre un maximum de congés en anticipé, mais c'est si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas obligés. Il y a des collègues qui ont dit moi je veux du sans solde. Moi je ne l'ai pas tenté parce que quand j'ai vu leur fiche de paye le mois d'après, j'étais bien content de les avoir pris en anticipé. Voilà. L'anticipé, il faut quand même faire gaffe parce que du coup on peut, surtout si on a un patron qui les accepte facilement, on peut très vite dépenser son solde de congé et donc se retrouver un peu marron l'année d'après parce que tant que des congés ne sont pas cumulés, on ne peut pas les utiliser. C'est-à-dire que si en mai 2023 j'ai tout utilisé, je peux pas demander déjà une semaine de vacances en mai. On va me dire non, parce que je les ai pas encore cumulés. Il faut d'abord que je travaille et ensuite j'aurai le droit à mes congés. Ce qui fait sens, parce que du coup, si je demande des semaines de congés et qu'ensuite je démissionne ou quoi, bah en fait, eux, ils m'ont juste payé pour rien. Enfin voilà. Quand on est en congé, on cumule aussi hein, des jours de congé. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Moi, comme je disais, voilà, j'en cumule, par exemple, il y a des règles spécifiques. Donc pour moi, j'en cumule 2,5 par mois. En général, on est à 2 congés par mois. Mais comme j'en cumule plus que les gens, j'ai un minimum de 3 samedis par an à poser. Voilà. Donc il faut que dans l'année, j'ai posé des congés sur 3, je crois que c'est 3 ou 4, ouais, 3 ou 4 samedis. Et après, je fais ce que je veux. Après, par contre, je cumule et tout. Il y a d'autres règles spécifiques qui font que si vous les posez de manière fractionnée, avec un congé par-ci par-là et tout, vous avez encore droit à des congés compensatoires. Cette règle-là, je la connais pas assez bien. Cette loi-là, elle n'est pas assez maîtrisée pour moi, mais je sais qu'elle existe, qu'elle dépend des conventions, donc ça se tente. Ça se tente de demander parce que justement, moi, je sais que je me suis fait douiller où on m'a dit qu'il fallait que je pose une semaine entière, par exemple, fin septembre, puisque je pars à Lisbonne, alors que je voulais pas vraiment, parce que je voulais juste avoir un jour de repos après Lisbonne. Et on m'a dit non, non, il faut que tu poses une semaine et tout. Et en fait, en discutant a posteriori, après avoir posé ses congés avec d'autres personnes qui connaissent la 66, on m'a dit non, c'est pas une obligation. C'est juste que si tu avais posé des congés de manière fractionnée, tu aurais gagné des récup, et donc des récup qui peuvent se cumuler à tes congés. Et en fait, ça te permet d'avoir plus de 30 jours de congés par an. Voilà. Là, c'est des congés compensatoires, c'est pas des récup. Voilà. Le dernier truc aussi, c'est que dans des boulots comme les miens, par exemple, on peut faire des heures sup. Donc les heures sup, chaque heure supplémentaire est soit payée, soit récupérée. Selon les boîtes, ça dépend. Il y en a qui vont vous demander de les récupérer dans la semaine directement. Ça, je trouve ça très nul parce qu'en général, si on a la possibilité de faire des heures sup et qu'on les fait, c'est pour rallonger nos vacances ou pour se les faire payer. On peut se les faire payer aussi. La boîte n'est pas obligée d'accepter. Elle peut vous demander de juste les poser. Voilà. Pour faire des heures sup, il y a deux moyens. C'est soit on travaille plus avec accord de l'employeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler par surprise 3 heures de plus. L'employeur a le droit de refuser et de ne pas vous payer. Si vous ne l'avez pas prévenu. Pareil, si un employeur vous dit est-ce que tu peux rester, enfin il faut que tu restes 2 heures de plus, vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de dire non, je ne resterai pas 2 heures de plus, mon contrat stipule ça, je ne suis pas obligé. Voilà. On est sur des trucs comme ça. Et pareil, hein, quand le patron vous dit ouais, ce soir on part au restaurant, on va manger tous ensemble. Oui, c'est du travail. Voilà. S'il ne vous paye pas, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ce sont des heures de travail. Parce que vous les passez, c'est en lien avec votre travail. Vous faites des réunions là-dessus, machin. Le restaurant est en lien avec le travail. Vous êtes payé quand vous êtes là-bas. Voilà. Moi, je m'étais battu pour ça dans une entreprise et j'ai fini par partir de l'entreprise d'ailleurs. Donc voilà, bref. Mais ouais, en gros, c'est ça. Et mes autres heures sup qu'on peut avoir, alors pareil, ça va dépendre des conventions et tout, mais moi, quand je travaille un jour férié, chaque heure travaillée est une heure à récupérer. Donc non seulement elle est payée, et elle est payée plus, mais en plus, je dois la récupérer. Donc si je travaille 6 heures, un jour férié, j'ai 6 heures à récupérer dans l'année quand je veux. Que je peux aussi me faire payer. Et là, justement, je les économise pour une formation. Donc je vais essayer de poser des heures dans l'année prochaine pour ça. Et oh, je suis désolé. Pardon. Et voilà. Et ce qui reste, je vais essayer de me le faire payer parce que des heures supplémentaires, pareil, j'ai pas les textes de loi en tête exactement, mais plus on en a, plus elles se font payer très 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 cher. Là, j'ai des collègues ce mois-ci qui ont tapé des 2 000 € alors qu'ils sont à 80%. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et enfin, du coup, bah voilà, on a le dernier truc en bas. Alors ça, c'est des cumuls, sécu et tout, machin, depuis qu'on bosse chez eux, bon. Sinon, on a du coup, donc voilà, le net imposable. Donc pour les impôts, voilà. Ce qui est imposable, c'est mis exactement. Là, j'ai
1646,99. Alors c'est très bizarre. Oui, c'est ma moyenne, pardon, c'est ça. C'est ce que je gagne en moyenne tous les mois. Annuel, donc depuis le début de l'année, mon net imposable est à 8 509,36 €. J'ai pas d'heures supplémentaires exonérées et mon prélèvement à la source au total depuis le début de l'année en mai, du coup, est donc équivalent à 129,09 € que j'ai donné aux impôts donc en mai. Donc là, on doit être à presque 200 €, je pense, en juillet. Voilà du coup globalement à quoi ressemble une fiche de paye et comment ça se lit. Donc en fait, ce qui est important, c'est vraiment de savoir voilà ce que vous avez là, ce qu'on vous doit, surtout. Ce que paye l'employeur, à la limite, c'est encore autre chose. C'est important de le connaître, mais ça dépend des situations. Dans ma situation, ça l'est un peu moins. Mais voilà, pour pouvoir vous dire, hey, j'ai été moins bien payé. Parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas payé, que ce soit volontaire ou que ce soit une erreur, l'employeur, il va pas relire toutes les fiches de paye de ses salariés. Déjà, il n'a pas envie. Et parfois, il y en a beaucoup. Par exemple, chez nous, rien que sur le foyer qu'on a, on a 3 foyers en fait gérés avec la même direction et les mêmes RH. On a presque une centaine d'employés. Tous les mois, il y a des gens qui font les fiches de paye, ils vont pas relire la fiche de paye après. Voilà. Ce qu'on peut comprendre. Donc, faut pas hésiter. Et c'est comme ça que moi, justement, j'ai pu dire, attends, sur le mois de mai, j'ai l'impression qu'il manquait ça. Et qu'on a pu me dire, effectivement, c'est une erreur, on la remet. Voilà. J'ai déjà connu des RH encore pire, hein, des collègues à une époque c'était une entreprise qui s'appelait Xerox, qui s'appelle Conduent aujourd'hui, qui est en Ardèche, qui du coup n'avait pas payé un de mes collègues pendant un mois, qui du coup leur dit il y a un problème, ma fiche de paye affiche 1600, je n'ai pas reçu de virement, et les RH qui lui disent ok, on vous régularise le mois prochain. Et quand il expliquait que, bah, en fait, s'il n'avait pas sa paye, c'était compliqué de payer un loyer. Parce que même dans une petite ville, hein, même en Ardèche, tu payes 400 € de loyer, il faut avoir 400 balles à sortir. Plus la bouffe, évidemment. Et les RH étaient complètement inhumains parce que du coup, ils étaient là, genre, bah non, non, on a le droit de vous payer le mois prochain. Donc en gros, vous allez vous démerder pendant un mois. Et il avait dû faire des avances sur salaire et tout. Un truc que je déconseille très très fortement, pareil, à moins vraiment de ne pas avoir le choix. Puisque l'avance sur salaire, pareil, c'est le salaire que vous avez déjà gagné depuis le début du mois. Vous pouvez demander à ce qu'il vous soit versé en avance sur votre compte. Et donc, il sera déduit du total. Moi, je l'ai fait à des périodes où j'étais vraiment beaucoup dans la merde. Évitez. Voilà. Où je demandais du 200, 300 € pour arriver à acheter mes pâtes ou quoi. Le problème, c'est que je faisais ça, mais à la fin du mois, bah, du coup, au lieu d'avoir 1300 € sur mon compte, j'en avais 800. Voilà. Et c'était ça pendant des mois et des mois de galère jusqu'à ce qu'à un moment je me force un petit peu à économiser énormément, je sorte pas pendant un mois et tout, pour arriver à remonter la pente. Ça a été assez compliqué. Voilà. Il faut savoir que ça existe quand même, c'est toujours bon de savoir que ça existe, mais pour moi c'est vraiment un dernier recours de faire ce genre de truc, parce que ça peut vous mettre violemment dans la merde. Même s'il me semble qu'en France, l'avance sur salaire, tu ne peux demander que 50% de ton salaire maximum pour justement éviter qu'à la fin du mois, tu es zéro. C'est un peu ça. Enfin voilà, voilà. Bah, j'espère en tout cas que c'était un peu éclairant. Bon, peut-être que Dame Guermis, du coup, tu connaissais un peu tout ça. Bon, en plus, t'es belge, on n'a pas eu le public, j'ai pas eu le public attendu, on va dire. Mais c'est pas grave, parce que c'est aussi ça, les streams. Je pense que celui-là, je le remettrai du coup en replay. Ce qui m'a l'air intéressant. Faudrait que je le sous-titre un jour. Mais voilà pour la fiche de Payas. Voilà. Putain, on en est à 2 heures de stream, c'est tout. Je vois que j'ai pas du tout streamé hein, ce mois-ci. Hein. Voilà. Ça a été un rappel. Oui, après, je pense qu'on en a toujours tous besoin. Parce que même moi, hein, je fais un peu le kéké, genre ouais, je connais les conventions, machin. Non. Ça d'ailleurs, c'est un truc, je pense, à avoir, c'est que même quand on commence à comprendre comment lire les conventions, les fiches et tout, si jamais t'en parles à quelqu'un, je pense qu'il faut toujours pas avoir le ton, enfin, ça peut sonner très condescendant de dire ça marche comme ça.